Bonjour. Alors, la Covid-19, c'est une maladie. Là, parce que le D de Covid, c'est disease. Maladie en anglais, elle est liée à une infection par un virus qu'on appelle le SARS-CoV-2. Et c'est un coronavirus qui est dans une famille, donc il y en a eu d'autres avant. Alors, sa particularité, c'est d'être très transmissible. Un patient en infecte 3 autres, et puis surtout, elle peut être sévère, avec une mortalité qui est de l'ordre de 0,5 à 0,7%, en particulier chez les personnes les plus âgées, on va dire plus de 70 ans, ou fragiles, avec un diabète ou une obésité. Elle touche tous les organes. Ce n'est pas simplement une maladie respiratoire, comme on l'a déjà vu pour d'autres virus de ce type. Elle peut toucher le cœur, les reins, le cerveau. On connaît maintenant la grande fréquence des atteintes vasculaires, avec des thrombus, des caillots dans les artères et dans les veines, qui provoquent des accidents vasculaires cérébraux, qui provoquent des insuffisances rénales, qui provoquent des infarctus du myocarde. Donc c'est une maladie qui est particulière, qui est ce qu'on appelle systémique, qui touche tous les organes, qui se répand assez vite et qui malheureusement, chez les personnes en particulier les plus âgées, peut faire mourir. Mais attention, elle a aussi une autre caractéristique, et on est en train de découvrir qu'il y a quelque chose qu'on appelle la Covid longue, qui est en fait la persistance de signes, au moins pendant des mois, et peut-être pendant des années après avoir été infecté par le coronavirus. Et cette Covid longue, elle va probablement toucher des milliers et des milliers de personnes. Donc c'est une maladie qu'on est en train encore de découvrir et qu'il faut absolument contrôler. Alors la question qui est posée est de savoir si l'immunité collective pourrait être réalisée. L'immunité collective, c'est en fait le fait qu'une majorité de la population est immunisée contre le virus, elle a des anticorps, et cela peut se produire de deux façons. Soit vous vaccinez, et donc vous faites produire des anticorps, soit vous laissez le virus se répandre, et effectivement, si vous laissez le virus se répandre, au bout d'un moment, vous aurez une partie de la population importante qui aura les anticorps. Il faudrait au moins 50 à 60% de la population qui ait été contaminée et développer des anticorps. C'est absolument impossible pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le coût en vie serait trop important. Si vous imaginez même une mortalité de 0,5% pour, allez, on va dire 40 millions de personnes, ça vous fait 200 000 morts. C'est pas acceptable, hein. Deuxièmement, il y a un autre coût qui est, même quand vous n'êtes pas mort, si vous avez été hospitalisé, si vous avez été en réa, vous allez avoir des séquelles pour la vie. Et puis, il y a ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire cette Covid longue, qui va toucher des dizaines de milliers de personnes et qui va se manifester sous la forme de fatigue, sous la forme de douleur, sous la forme de séquelles d'organes, auxquelles d'ailleurs on ne comprend pas grand-chose pour l'instant, qui va aussi concerner des dizaines de milliers de personnes. Donc espérer contrôler l'épidémie en atteignant l'immunité collective, c'est une illusion. Et le pays qui l'a essayé, qui est la Suède, c'est un échec. C'est un échec d'abord parce qu'ils n'ont pas du tout atteint l'immunité collective. À Stockholm, c'est que 20% de personnes qui ont les anticorps. Deuxièmement, parce qu'ils ont une mortalité 10 fois supérieure à leurs voisins. Et en plus, sur le plan économique, eh bien, malheureusement pour eux, ils ont une économie qui a baissé de 8-9%, c'est-à-dire comme leurs voisins. Donc la seule façon de gérer ce virus, c'est de contrôler sa diffusion par, au début, le confinement, puis l'application des gestes barrières et de la triade, tester, isoler, confiner. Et c'est en appliquant cette triade et en appliquant les gestes barrières le mieux possible qu'on évitera la récidive. Nous l'avons mal fait au premier confinement, il faut absolument qu'on le fasse bien au deuxième déconfinement. On observe effectivement que certains pays comme la Nouvelle-Zélande, qui n'a plus de virus, l'Australie, qui peut-être également l'a éradiqué, et de nombreux pays d'Asie, comme Singapour, Taïwan, le Japon, la Chine, ont un excellent contrôle de l'épidémie. Ça a reposé sur les éléments suivants. Premièrement, pas sur l'immunité collective, ça c'est très clair. Deuxièmement, ils ont confiné très durement le temps nécessaire pour que la circulation virale soit quasiment éteinte. Et ça a pris des semaines, ça a pris des mois, et ils ont ainsi pu reprendre le contrôle de la situation. On sait que ce virus peut récidiver, on vient de le voir en Europe, partout. Ça veut dire que quand on déconfine et qu'on est dans une position favorable, ça ne veut pas dire qu'on revient à la vie normale, ce qu'on a fait cet été en France, qui a été une très grave erreur. Ça veut dire qu'on applique très strictement la triade tester, isoler, tracer, et les gestes barrières et les masques. Et il force est de souligner que dans beaucoup de pays européens, on a mal testé. Le problème, ce n'est pas simplement le nombre de tests que vous faites. Le problème des tests, c'est qu'il faut les rendre dans des délais convenables. C'est-à-dire, allez, 24 heures maximum. Si vous rendez vos tests en 8 jours, ils ne servent plus à rien. La personne, le temps qu'elle ait son résultat, elle a déjà contaminé tout le monde.
Pareil pour le fait de tracer. Tracer, ça veut dire aller chercher les contacts. Si vous ne faites pas un traçage efficace, et c'est très difficile, vous allez échapper des contacts qui vont contaminer d'autres personnes. Et pour tracer efficacement, soit vous avez des dizaines et des dizaines de milliers de personnes que nous n'avons pas, soit vous avez une application numérique. Stop Covid a été un échec. Maintenant, il faut rétablir Stop Covid, ou Covid pour tous maintenant, comme un succès. Il faut qu'il y ait au moins la moitié de la population qui le télécharge et nous n'y sommes pas. C'est déjà mieux, on est à 15%, mais on en est loin. Et puis, il va falloir qu'on aille chercher les contacts qu'on a eus et les contacts qui nous ont contaminés de façon très efficace. Et enfin, isoler. En France, on n'isole pas. En France, on dit aux gens, rentrez chez vous. Ça veut dire, allez contaminer votre famille, ce qui n'est pas terrible quand même, et 2, il n'y a aucun contrôle. Et ce n'est pas le fait d'une dictature de faire des contrôles. En Australie, en Nouvelle-Zélande, en Israël, au Japon, on impose l'isolement, parfois même dans des hôtels. Et on va vérifier si vous êtes isolé. Et on va bien rappeler que quand on a le virus et qu'on sort, on met en danger la vie d'autrui, donc oui, on devrait avoir cette triade plus efficace. Et enfin, quand on déconfine, ce n'est pas pour revenir à une vie normale, pas pour l'instant. On doit faire très attention aux gestes barrières qu'il faut rappeler, se laver les mains très souvent, c'est extrêmement important. Le virus est aussi manuporté sur les mains, aussi. Deuxièmement, il faut garder la distance, plutôt 2 mètres, pas 1 mètre. Troisièmement, le masque parce qu'il est aussi aéroporté. Et on ne l'a pas fait non plus cet été. Donc quand on va déconfiner, il va falloir qu'on fasse la triade, tester, tracer, isoler, très efficace, et j'attends des réponses là-dessus, et il va falloir qu'on comprenne qu'on ne va pas tout d'un coup lever toutes les barrières et enlever les masques. Sinon, on va avoir une 3e vague. Et si on a une 3e vague, nous aurons un 3e confinement, etc., etc. Donc on a toute une stratégie à mettre en place, et cette période pendant laquelle je vous parle, c'est-à-dire une période en fait de semi-confinement, c'est là maintenant qu'il faut à la fois qu'on informe les Français, qui globalement ont envie de bien faire, mais il faut qu'on les informe, et pour mettre en place des mesures qui vont nous permettre de tracer, de tester et d'isoler. Une dernière chose, on va disposer maintenant des tests antigéniques, on met un coton dans le nez, comme la PCR, mais on a le résultat en 15 à 20 minutes. Ça va beaucoup nous aider. Ils sont moins sensibles, ils vont laisser passer des patients, mais majoritairement, ceux qui sont très contagieux, on va les attraper. Donc profitons des tests antigéniques pour faire des dépistages massifs, par exemple dans les lycées, par exemple dans les collèges, par exemple dans tous les endroits où il y aura des groupes, et on saura ainsi enlever une partie des contaminateurs, et on va ainsi mieux contrôler notre épidémie. Donc ils ont fait quelque chose qui est très simple, qu'on est capable de faire, il faut absolument le mettre en application dès maintenant. Alors pour ce qui est de l'évolution de l'épidémie, il faut bien voir d'abord que le coronavirus, il est nouveau, que donc rien ne pouvait être totalement prédit. Ce qu'on sait des grandes épidémies antérieures du XXe siècle, c'est que toutes ont eu plusieurs vagues. Elles en ont eu 2 ou 3. La grippe espagnole, c'est 3 vagues. Alors qu'est-ce qu'on appelle une vague, puisque maintenant le terme est consacré? C'est un virus qui explose, et puis qui, pour des raisons diverses, va doucement diminuer et éventuellement s'arrêter. Dans les épidémies précédentes, c'était plutôt ça. C'est-à-dire qu'on avait une vague, il y avait malheureusement des morts, le virus disparaissait et il revenait quelques mois plus tard. Là, c'est différent. On a eu un virus qui est apparu sur janvier-février. On a eu un déni, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas pris en charge. Et il a explosé en mars parce qu'on s'en est occupé beaucoup trop tard. Et entre mars, avril, on est monté très très haut avec des taux de contamination très élevés, plus de 30 000 patients à l'hôpital et comme vous le savez, 30 000 morts. Et que 30 000 morts parce qu'on a confiné tout le pays, ça aurait été beaucoup plus sinon. Avec le confinement, évidemment la circulation virale a diminué et on a ramené l'épidémie à un seuil beaucoup plus bas. J'ai bien dit ramener l'épidémie, on n'a pas supprimé la circulation virale. Et dans aucun pays en Europe, nous n'avons fait disparaître le virus. Les 2 seuls pays dans le monde, on a l'impression que le virus a disparu, c'est la Nouvelle-Zélande et peut-être l'Australie. Quand on est sorti du confinement, on avait 100 à 300 cas par jour. C'était bien. Et on avait ce qu'on appelle le R, le taux de contamination qui était à 0,7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un patient contamine 0,7 patients. Ça veut dire que là, vous êtes en train de diminuer. Et là, l'erreur qu'on a commise, c'est comme c'était bien de se dire, bon allez, on va passer un été tranquille parce qu'il faut bien que les Français prennent des vacances. Et on a ainsi laissé redémarrer l'épidémie. Donc il n'y a jamais eu une disparition complète de cette première vague. Et depuis juillet, on voit les chiffres remonter. Nous avons alerté semaine après semaine, ça n'a pas été pris en compte. Également parce qu'un certain nombre de personnes ont dit tout va bien. On a vu les chiffres remonter et progressivement, mais sûrement, les chiffres sont remontés au niveau de la première vague.
Et de nouveau, nous sommes à plus de 31 000 patients hospitalisés, donc on va dépasser ce niveau d'hospitalisation. De nouveau, nous avons des réanimations débordées. De nouveau, nous avons dû déprogrammer dans les hôpitaux. Et de nouveau, nous avons un nombre de morts considérable. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la deuxième vague. Nous espérons qu'avec le semi-confinement, parce qu'il n'est quand même pas aussi sévère que la première fois, ça va s'améliorer. On a l'impression qu'il y a une petite amélioration, qu'on va rediminuer vers un seuil acceptable. Et là, il va falloir la contenir. L'idée, c'est pas de vivre avec. Hein. L'idée, c'est on essaye de le tuer. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, c'est tellement bas que le pays peut vivre. Et quand je dis le pays peut vivre, pas que les hôpitaux, c'est pas qu'un problème hospitalier. Quand je dis le pays peut vivre, c'est qu'il faut aussi que les commerces puissent vivre et qu'on puisse enfin aller voir nos parents et nos grands-parents. Alors, nos aînés. Alors, c'est une grande remise en question parce que, probablement, oui, ils ont été effectivement très touchés. Et je voudrais distinguer deux phénomènes. Le premier, ce sont les EHPAD. Dans les EHPAD, ils ont eu la double peine. D'abord, ils ont été extrêmement touchés. Beaucoup sont morts dans les EHPAD. C'est un tiers des morts, hein, les EHPAD. Et c'est logique parce qu'ils sont âgés, parce qu'ils sont fragiles, qu'évidemment, une atteinte par la Covid, ça ne pardonne pas. Et deuxièmement, on leur a imposé un confinement total avec l'absence totale de visite des proches. Or, quand vous êtes dans une EHPAD, qu'est-ce qui vous tient à la vie? C'est justement cette visite du fils, de la fille ou des petits-enfants qui, dans la journée, va venir vous dire quelques mots, va faire briller un peu d'amour autour de vous. C'est pas pour dire que les aidants ne peuvent pas, mais c'est pas la même chose. Va vous apporter un repas de la maison, va vous faire marcher quelques pas, voire même va vous doucher. Si on enlève ce fil rouge, ce lien conducteur, pas de raison de vivre, hein, et il va y avoir un abandon, et nos anciens des EHPAD vont mourir de solitude. Donc ça, c'est extrêmement dur. Et ça doit nous faire réfléchir à la façon dont nous traitons nos anciens. Et à ce fait que nos anciens n'ont plus le droit de vivre en société. Ils sont mis à l'écart dans des EHPAD pour finir leur vie. Et trop souvent, nous portons un regard sur cette fin de vie qui est un regard extrêmement négatif. Et c'est pour ça qu'on entend dire « écoutez, c'est pas grave, ils allaient mourir, de toute façon ». Ce qui veut dire que nous portons un jugement sur ce que valent ces 6 derniers mois, ces 2 dernières années. Je nous engage à voir ces quelques vidéos de personnes âgées qui n'ont même plus leur faculté intellectuelle et qui un jour redécouvrent la vie parce qu'on leur fait écouter un morceau de musique comme cette ancienne ballerine qui se met sur son fauteuil roulant à faire quelques gestes du lac des Cygnes, parce qu'on lui fait écouter cette musique du lac des Cygnes. Ils vivent, nos anciens. La deuxième chose que je crois on a oublié, c'est que non seulement ils vivent, mais qu'ils nous sont nécessaires. Se couper de nos anciens, se couper de nos racines, c'est ne rien comprendre à la vie. Je dis souvent à mes patients, lorsque un grand-papa ou une grande-maman touche le visage d'un petit-enfant, lui fait une caresse, il va modifier son avenir. Il va modifier son état immunitaire. Et il va faire grandir cet enfant, pas simplement affectivement, hein, biologiquement, immunologiquement. C'est personne d'importance qui est considérable. C'est pareil en ville. Hein. Ces personnes, ces hommes et ces femmes qui depuis des mois ne peuvent voir personne, c'est une grande détresse. Et c'est une grande détresse qui est psychologique, qui est physique. Et enfin, je voudrais ajouter que notre rapport à la mort a été modifié. Car nous n'avons pas pu accompagner les derniers instants de nos proches, jeunes et moins jeunes. Jeunes et moins jeunes, il y a des hommes et des femmes de 40, 50 ans qui sont morts. Et nous n'avons même pas pu les accompagner. Une société dans laquelle la mort est aussi importante, car la mort est devenue un élément important dans notre vie, qu'on ne peut pas illustrer, dans laquelle on ne peut pas prononcer quelques mots, qu'on ne peut pas accompagner. C'est une société qui est cassée, qui est brisée. Donc toute cette réflexion, il va falloir qu'on l'intègre. Le plus vite possible, il faut qu'on accompagne nos personnages dans les EHPAD, et je me réjouis que cette fois-ci, on ait autorisé les visites dans les EHPAD. On apprend tous les jours avec ce virus, et on doit rester très modeste, très humble, savoir dire qu'on s'est trompé, et essayer de capter la confiance et de garder la confiance. Ceux qui nous écoutent peuvent adhérer à rien
s'ils ont l'impression qu'on leur raconte des choses qui sont fausses. Et le problème n'est pas de se tromper, on se trompe toujours en médecine à un moment ou à un autre. Le problème est de l'admettre, de corriger pour le meilleur de ceux qui nous écoutent. On n'avait pas vu venir la première vague, on était dans le déni de la première vague. Et je suis troublé que les très très grands pseudo-spécialistes n'aient pas vu cette première vague, mais ça s'appelle l'erreur. C'est acceptable. On a confiné, ça a été extrêmement efficace. La première chose qui me trouble, c'est qu'on ait pu, au déconfinement, ne pas tenir compte de ce que je viens de dire, c'est-à-dire les aléas de cette épidémie. Et ce qu'on voyait ailleurs, qui étaient des récidives déjà, hein. En Europe, on a confiné des zones, des villes, la Catalogne et certaines villes d'autres pays européens, et que nous, on se soit cru de nouveau à l'abri. Exactement comme lorsque l'épidémie était en Italie, qu'elle dévastait le système sanitaire italien, et qu'en France, on disait, c'est parce qu'ils n'ont pas un bon système sanitaire. D'accord ? J'ai dit ça. Apprenons de nos erreurs, corrigeons. Et là, non, on n'a rien appris. Il fallait que les Français partent en vacances, je peux comprendre ça. Mais au prix d'une récidive de l'épidémie, non. En médecine, on doit envisager tous les scénarios et dire, voilà, j'espère que ce sera le scénario le meilleur, mais je me prépare pour le pire des scénarios. Et je suis prêt. Et on ne s'est pas préparé. On a mal tracé, on a mal dépisté, on a mal isolé, et on n'a pas respecté les gestes barrières. Voilà les leçons qu'on devrait tirer. Donc on est maintenant dans une nouvelle phase. On a les tests, on a les masques. Le traçage est plus compliqué parce qu'on va tous stopper la Covid, malheureusement, et pas encore assez téléchargé. Néanmoins, c'est un point qui est majeur. On sait aussi qu'on peut aller chercher le virus dans les eaux usées. On sait aussi qu'on peut faire des tests pour regarder le virus dans des tests poolés. On met 10 patients en même temps pour vérifier. Donc on a plein de possibilités. Donc tirons les leçons. On est en confinement ou en semi-confinement au moment où je vous parle. Donc on doit préparer cette phase et on doit déconfiner très prudemment. Imaginez qu'on va réouvrir le pays. Imaginez qu'on va dire à tout le monde « Faites-moi des fêtes de Noël à 50 ». C'est pas bien et c'est pas honnête. C'est pas honnête parce que c'est pas vrai. On n'aura pas d'ici décembre une situation sanitaire qui sera bien. Si je me trompe, évidemment que je peux me tromper, tant mieux. Mais c'est pas cette hypothèse qu'il faut mettre en avant. Il faut la garder comme un miracle si on y est arrivé. Il faut mettre en avant une hypothèse qui consiste à dire au déconfinement qui sera progressif, donnons-nous des priorités. Première priorité, il faut rétablir une activité. Parce que nous avons en ce moment des millions d'hommes et de femmes qui souffrent parce que leurs commerces sont fermés, ils vont en mourir. Et quand je dis ils vont en mourir littéralement sur le plan économique, et on va avoir une vague de suicides. Ils vont en mourir. C'est ça la priorité. C'est pas de savoir si je vais pouvoir déboucher le champagne le 24 décembre, même si la fête de Noël, c'est important. Je sais que je suis légèrement à contre-courant à cet égard, mais moi, quand je vois ces hommes et ces femmes qui nous disent « je n'en peux plus, je suis en train de mourir, fleuristes, coiffeurs, libraires, etc. », ça me paraît être une priorité. Et dans le même temps, de ce déconfinement très progressif, on teste en utilisant tous les tests possibles de façon massive, ciblée. On ne fait pas des tests PCR pour rendre les résultats dans 8 jours. Ça ne sert à rien, c'est 24 heures. On fait du dépistage antigénique ciblé, massif dans certaines zones. Et on insiste pour le port du masque, on insiste pour se laver les mains, c'est très très important. Le masque n'empêche pas de se laver les mains n'empêche pas de porter le masque. Et si on fait tout ça, autrement dit, si on a une politique très stricte, on va gagner. C'est pas parce que je le souhaite, c'est parce que c'est ce qu'on a vu en Asie, c'est ce qu'on a vu en Australie, c'est ce qu'on a vu en Nouvelle-Zélande. C'est pas désespéré du tout. Mais admettons que nous avons mal fait certaines choses et corrigeons ce qu'on a mal fait. Admettons nos erreurs et corrigeons ces erreurs. Alors, on m'a demandé d'intervenir pour les forces de gendarmerie, ce qui au départ, je dois reconnaître, m'a surpris, mais je l'ai accepté avec grand plaisir. Parce que, au-delà de mon rôle d'information qui doit se faire partout, il y a des personnes qui, depuis le début de cette épidémie, sont en première ligne. Je pense aux postiers, je pense aux caissières ou aux caissiers, je pense au corps sanitaire, mais ce n'est pas seulement le corps sanitaire qui est en première ligne, et je pense aux forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ont été en première ligne depuis le début. Et je vais même aller plus loin, hein. Elles ont été en première ligne à une époque où on ne savait pas et on les a mis en danger. Donc elles ont protégé le pays. Elles ont protégé le pays. Et je pense qu'il faut être très conscient de ça et très reconnaissant de ça. Et
Vous savez ce que je fais, moi, des fois, je vais vous faire une confidence. Quand je suis sur la route comme ça, là, et que je vois des forces de l'ordre, je m'arrête et je les remercie. Quand je suis à pied, en particulier, parce qu'en voiture, je ne peux pas m'arrêter au milieu de la route. Et je le fais très sincèrement. Ça vaut pour les gendarmes, ça vaut pour la police. Et merci de faire ce que vous faites. Vous êtes une des composantes du pays, importante, au même titre que le corps sanitaire et tous ceux qui assurent la vie du pays. Et on a un devoir de solidarité tous ensemble. Et c'est en étant tous solidaires qu'on va vaincre cette épidémie et qu'on va rendre à ce pays une vie normale. Et peut-être d'ailleurs, allez, espérons qu'on aura un monde d'après où on sera plus solidaire.